On dirait que j'ai réussi à vous achalander, vous avez augmenté le son, gardez le son, vous n'avez pas fermé la fenêtre. Là, ne partez pas, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je pense aussi d'ailleurs que si vous êtes là, c'est que vous étiez intrigué par le titre. Vous savez, ce titre accrocheur qui marche toujours, les 5 bonnes raisons de... Alors, vous avez peut-être des hésitations, vous vous demandiez quelles sont les 5 bonnes raisons que ce gars-là va nous donner d'aller sur un événement professionnel qui parle de social selling, qui parle de sales enablement, de nouvelles méthodes de vente. Alors écoutez, c'est très simple, on ne peut pas y couper aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est que vous connaissez l'adage, on ne peut faire qu'une seule bonne première impression. Et aujourd'hui, cette bonne première impression, c'est celle qui est donnée par Google. Et oui, vous êtes, aux yeux des gens, aux yeux des professionnels, des gens qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes ce que Google dit que vous êtes. LinkedIn, ah ben c'est pire, c'est la même chose en pire parce que c'est vous qui avez rempli le profil. Alors, je vais juste vous dire une chose, c'est que si vous n'avez pas mis à jour votre profil LinkedIn ces 6 derniers mois, bon, bah, ne venez pas, ça sert à rien. Non, si venez quand même, si vous avez l'intention de le mettre à jour dans les 6 prochains mois, oui, c'est vrai, ça va vous permettre probablement de monter en gamme, de comprendre un certain nombre de tactiques. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je vous donnerai justement la deuxième raison qui est très importante à l'aune de la première. Comme disent nos amis anglo-saxons, encore une fois, people buy into people. Oui, c'est important, la relation de confiance, le pont de confiance, comme on dit, qui s'établit entre une société, entre une marque et ses consommateurs ou ses acheteurs. Oui, c'est très important. Mais ça ne sera, contrairement à un mythe, jamais aussi important que la relation de confiance que nous inspirent les collaborateurs de cette entreprise. Pas simplement le top management, qu'on a tendance à suivre beaucoup plus dans les réseaux sociaux que l'on ne suit, par exemple, le compte Twitter de la marque. On suit beaucoup plus volontiers le compte Twitter du top manager de la société, des top managers de la société. Bah, figurez-vous que les vendeurs, c'est pareil. Et même les directeurs marketing qui ne peuvent plus rester cachés dans leur tour d'ivoire à préparer des campagnes tranquillement sans qu'on sache ce qu'ils font. Non, non, il faut qu'ils en parlent, qu'ils racontent une histoire, qu'ils disent où ils sont, où ils vont, d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils veulent aller. Tout ça est documenté et notamment explicité par le reste des collaborateurs de l'entreprise qui, le veuillent ou non, font filtrer énormément d'informations. Et si people buy into people, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un monde surinformé, où vos acheteurs sont au fait de tout ce que vous et vos concurrents êtes en train de développer comme valeur dans le cycle de vie de vos produits, de votre entreprise, etc., parce que tout ça est connu de votre audience, eh bien, ce qui revient au premier plan de la relation, c'est l'authenticité, c'est l'émotion, c'est la déontologie aussi qu'il ne faut pas négliger, et tout ça est la base de la confiance. Alors venir sur un événement professionnel où on va parler notamment de sales enablement, de social selling, et notamment développer sur les termes de la confiance, c'est très important parce que vous serez en mesure non seulement de rencontrer des spécialistes qui vont vous donner leurs multiples retours d'expérience parce qu'ils ont un vécu, qu'ils ont étudié la chose de près, mais aussi des praticiens comme vous qui sont en poste et qui viennent dans le contexte de ces cercles professionnels, pas simplement faire des mondanités, non, non, partager leur vécu, parce que personne n'est totalement sûr que ce qu'on faisait depuis 3 mois est encore valable les 3 mois suivants. Alors, troisième raison, 49% des décideurs clés sont sur LinkedIn. 49%. Alors un petit effort, messieurs, quand vous serez 51, on pourra peut-être gagner une élection, mais blague à part, 49%. Ça veut dire qu'un décideur clé sur 2 est sur LinkedIn, vous ne pouvez donc pas éviter d'y être, vos concurrents y sont probablement, je sais que pour certains d'entre vous, j'enfonce une porte ouverte, alors j'ai peut-être un autre chiffre qui va vous intéresser, c'est 1 milliard. 1 milliard, c'est le nombre de requêtes journalières sur LinkedIn. Chaque jour, il y a 1 milliard de requêtes. Vous allez me dire, ouais, c'est intéressant, encore une bonne raison de s'intéresser à LinkedIn. Non, non, alors je vais vous dire, c'est même pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, pourquoi? Pour une raison toute simple. Parce que toutes les études comportementales convergent pour nous dire que dans les 5 minutes, à minima dans les 15 minutes qui suivent l'établissement d'un dialogue entre un vendeur et une de ses cibles sur LinkedIn, eh ben, il le pitch sur son produit. Et les vendeurs s'en plaignent. Alors pourquoi c'est pas bien? Parce que ça veut dire que, d'une part, c'est pas forcément la manière dont les acheteurs souhaitent amorcer une conversation. Ils n'ont pas envie d'être pitchés tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà informés, ils savent grosso modo ce que vous vendez. Ils veulent aller un petit peu plus loin. Ils veulent gratter derrière le vernis mondain et puis savoir
ce qu'il y a derrière le message que le collaborateur commercial de telle entreprise véhicule. Ils veulent aller un petit peu plus loin. Oui, parce que s'ils ont dit oui, c'est pour commencer une conversation. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que non seulement les vendeurs ne vont plus vendre comme ils le faisaient dans les précédentes générations, c'est-à-dire en étant le seul sachant dans la conversation, celui qui sait tout, celui qui est en mesure de véhiculer le savoir. Non, parce que ouais, c'est un petit peu le syndrome, vous savez, Doctissimo versus les médecins. Demain, si j'ai une verrue et que je me demande si c'est une verrue cancéreuse, je vais d'abord aller me renseigner sur Doctissimo. Et il se peut qu'à l'aune de la qualité des photos et des informations que j'y trouve, j'ai une information. Oh, ça ne suffit pas, il va falloir que j'aille voir le médecin. Mais moi, simple patient, donc là, pas consommateur, mais patient, j'ai l'impression de savoir. Alors quand je vais voir le médecin, je me la joue un peu, j'ai l'impression d'avoir l'information. Bon, alors, il s'avère aussi que parfois, je l'ai vraiment, cette conversation. Et je vais aller chez le médecin, maintenant, chercher un petit plus, un accompagnement, etc. Et c'est exactement la même chose du point de vue du vendeur. Ça implique aussi que les marketeurs revoient leur manière de faire leur propre métier d'outillage intellectuel des vendeurs. C'est-à-dire que les documentations, qui sont souvent product-centriques, comme on dit, ne répondent plus exactement aux besoins des acheteurs ou des consommateurs. Il va falloir qu'on se concentre sur l'art et la manière de tenir une conversation avec, j'allais dire nos cibles. Et non, ce ne sont plus des cibles, ce sont des audiences maintenant. Il va donc falloir casser les vieilles habitudes. Là, pareil, si vous rejoignez un événement de networking professionnel où on va parler de tout ça, vous verrez que le propos est infiniment plus subtil que ce que je tente là de synthétiser en quelques minutes. Il faut se confronter à l'expérience des autres et il faut tenter d'embrasser par la pensée ce que représente ce shift comportemental majeur et ce shift culturel majeur à l'échelle des entreprises. Il faut que vous soyez vous-même moteur, si possible, de ce changement, que vous aidiez à le propager dans des entreprises qui, pour beaucoup d'entre elles, le reconnaissent sans complexe. Elles ont parfois totalement réussi et hyper bien négocié le virage numérique, mais elles sont parfois dans une situation néanmoins quasi critique, ou en tout cas de retard sérieux, sur le plan de la transformation de la vente. Donc la transformation digitale, ça ne suffit pas. La transformation digitale, c'est le premier palier. L'étape d'après, nous, de mon côté, et d'autres spécialistes partagent aussi mon avis, nous pensons même que l'étape d'avant devrait être la transformation de la vente et la prise en compte de ces facteurs culturels qui sont donc inclus dans les attentes des consommateurs, des acheteurs. Vous me suivez? C'est bon? Alors, je peux passer maintenant à la 4e bonne raison de vous joindre à nous sur un événement professionnel de ce type. Les marchés sont des conversations. Je viens de le dire, c'était un peu dans mes 3 précédentes bonnes raisons. Mais en fait, les marchés sont des conversations, ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer dans les conversations en ligne et puis aller faire son marché dans les conversations. Je le disais juste avant, les commerciaux doivent être en mesure de tenir la conversation, mais enfin, une conversation, ce n'est pas forcément une conversation de comptoir. Ce n'est pas ce qu'on appelle une conversation fatigue, vous savez, la pluie, le beau temps, bonjour, comment ça va, je mets un petit like sur ton post, sur ton profil Facebook, je te poke, etc. C'est pas ça. La conversation, vous savez, la conversation, quand elle devient intelligente, c'est celle dans laquelle on anticipe des objections, on fabrique des arguments. Cette conversation-là, dans laquelle on anticipe des objections et on fabrique des arguments, c'est souvent un débat. Je me sens d'ailleurs très conforté parce qu'il y a quelques heures, j'ai lu un article d'un auteur qui est un de mes maîtres à penser, qui est un auteur américain qui s'appelle Perry Marshall. Il a publié un billet sur le fait que, oui, les marchés sont des conversations, très bien, on l'a dit, ça fait déjà 15 ans qu'on le sait. En fait, les conversations qu'attendent aujourd'hui les acheteurs doivent aller jusqu'au débat. Et dans le débat, il y a des arguments, il y a la gestion et l'anticipation des objections. Et le débat, selon lui, peut et même doit aborder sans complexe la controverse. Et oui, il y aura toujours un troll sur vos walls sociaux pour vous enquiquiner, pour vous déstabiliser. Il ne faut pas l'ignorer. Et pire, il faut éviter de faire cette erreur encore pire, qui est de lui répondre de manière bisounours avec des « bonjour monsieur, qu'est-ce qui fait que vous êtes en colère aujourd'hui ?» C'est pas du tout ça. Les gens qui sont prêts à vous tenir la dragée haute sur le plan conversationnel parce qu'ils sont mécontents ou qu'ils veulent des explications, qu'ils veulent en découdre, il faut les assumer parce que sinon ça ne sert à rien d'être dans les réseaux sociaux. Et alors là pareil, vous avez beaucoup de professionnels qui sont en mesure de vous outiller intellectuellement parce qu'on ne peut pas tous s'improviser experts de ces méthodes d'interaction. Et notamment, il faudra aller convoquer des notions nouvelles telles que le storytelling, et oui, qui n'est pas incompatible avec le social selling. Le social selling, notamment, c'est pas juste
prendre des licences Sales Navigator ou forcer ses commerciaux à avoir un compte Twitter et aller faire un peu de Pinterest, d'Instagram à droite à gauche de manière un peu légère. Non, non, c'est creuser les sujets. Il va falloir qu'on s'y mette tous. Et en fait, ça ne s'improvise pas. Et la dernière raison, la cinquième raison, c'est que Eforst sera là. Alors on n'est pas embusqué dans un coin, on est bien visible et on a des choses à vous dire, mais c'est un de ces rares moments où nous donnons la parole aux autres. Les autres, c'est qui ? Ce sont les membres de notre comité scientifique, ce sont les contributeurs qui sont là pour animer les débats, justement, vous voyez, ça tombe bien, et qui accompagnent les entreprises membres de l'association Eforst dans leur transformation digitale par le prisme de la transformation de la vente. Ils sont là et ils ne demandent qu'une chose, c'est à s'agrandir, c'est à vous coopter, à échanger avec vous, interagir avec vous, pour voir dans quelle mesure vous pourriez rejoindre le comité scientifique. On sera là, et en plus, vous savez quoi ? On va faire quelques tables rondes, quelques ateliers qui vont nous permettre d'interagir avec vous. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Alors je tiens à dire que la marque que j'ai là, c'est un coup de raquette que j'ai pris au squash. J'avais pas de maquilleuse sous la main pour l'enlever. J'ai passé l'âge d'avoir de l'acné. Ça, c'est Norman qui a de l'acné. À bientôt.